de smart et de tech ce matin, de savoir si c'était complémentaire ou au contraire plutôt une utopie de pouvoir les associer. Marseille et le port, c'est une vieille histoire d'amour, mais en tout cas, Marseille sans le port ne serait sans doute pas Marseille. Sur le thème du smart port, alors déjà, j'ai une première question à vous poser, c'est qu'est-ce que c'est pour vous le smart port ? Qu'est-ce que c'est un smart port ? C'est un port très très connecté, c'est un port qui utilise des solutions innovantes, c'est un port qui sait se connecter avec d'autres acteurs et qui occupe comment le numérique ? Oui, bah oui. On ne commence pas forcément dans l'ordre. Non, mais c'est Fred qui va pouvoir répondre à cette question. Quand on a réfléchi il y a 2 ans, déjà il faut remettre dans le contexte. Tu peux prends un micro du coup. Ouais. C'est vrai que c'est sans doute mieux. L'idée, donc, bonjour à tous et ravi de vous retrouver ici, c'était il y a donc 2 ans, Christine Cabot, qui était présidente à ce moment-là du directoire, qui a proposé finalement au territoire de se saisir d'un sujet qui aurait pu rester purement portuaire, puisque un smart port, comme son nom l'indique, il est quand même en grande partie à l'intérieur du port. Et là, je pense, la bonne initiative, et nous devons l'en féliciter, le remercier, c'était d'avoir laissé la place à tous les acteurs, et plutôt que ce soit le grand port qui dise mais venez à la Joliette et on va discuter, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire on fait appel à tout le territoire. Et quand on a réfléchi entre autres au mot smart, donc il y a eu plein d'ateliers, il y a eu une dizaine d'ateliers avec des thèmes, l'énergie évidemment, mais qu'est-ce que c'est d'être smart ? Alors là, autant le mot anglais tout le monde le connaît, mais après comment on le traduit, c'est l'agilité, l'intelligence, le savoir-vivre, enfin il y a toutes sortes de choses, et justement on l'a décliné, tu vois, sur vraiment toutes les facettes possibles et imaginables. Et moi, 2 ans après, je crois qu'il faut qu'on continue dans cette voie-là, c'est de se dire de ne rien laisser au hasard et tu vois de tout utiliser dans cette panoplie, mais évidemment la technologie, la logistique, le numérique, le digital, tout ça c'est dans le projet, mais mettre un simple panneau à un moment pour, je donne toujours cet exemple, il y a encore des gens qui arrivent dans le port et qui ont un peu de mal à trouver en Garoua, donc il y a des choses très simples sur des économies, parce que le lien transverse, on en parlera après, c'est quand même l'écologie, enfin au moins la diminution de l'empreinte carbone du port, l'amélioration de sa compétitivité, là, les plus-values, enfin et tout ce qu'on peut imaginer, mais l'idée de départ, c'était de toucher à tous les sujets pour rendre ce port le plus compétitif possible, et donc avec une forte valeur ajoutée pour le territoire, et surtout repenser la relation ville-port, celle du territoire. Pourquoi ? Parce qu'on a un écosystème, on est tous persuadés à cette table, qui est unique au monde quand même par rapport à ce port. On a un électricien ou un énergéticien comme un transporteur de courant qui est unique, parce qu'on a des réseaux qui sont structurés, même si d'ailleurs le réseau appartient au port à l'intérieur, dans les bassins, ce qui est une originalité, mais peu importe, on a à la porte et dans ce port des choses qui sont, à mon avis, pour avoir beaucoup voyagé en tant que marin et après avec mes diverses fonctions, qui est quand même assez unique. Donc cet écosystème avec le digital, évidemment, même si c'est peut-être pas San Diego, mais on peut s'approcher à beaucoup de choses. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'a à dire le directeur de la stratégie de la prospective du port ? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, l'originalité de notre démarche, c'est pas d'avoir lancé un smart port, parce que tous les ports du monde de rang international se lancent dans le smart désormais, effectivement. L'originalité de la démarche d'ici, c'est d'avoir associé des partenaires dans le copilotage de la démarche, effectivement, donc Jean-François l'a dit, avec la Chambre de commerce et avec Aix-Marseille Université. La Chambre de commerce, pour rassembler les entreprises, c'est vraiment une initiative publique-privée dans laquelle des grands groupes du maritime et de l'énergie et de la logistique nous accompagnent maintenant, y compris financièrement. Et l'université pour préparer l'avenir, pour parler des sujets d'avenir en termes de recherche, de thèse, et pour préparer l'avenir aussi en termes de formation, puisque l'université va lancer une recherche Smart Port qui rassemblera toutes les formations liées au port sur le territoire. Donc on a en fait cette démarche à nous trois, accompagnée par l'ensemble des collectivités publiques et de l'État et donc tous les partenaires privés dont j'ai parlé. C'est une démarche de mobilisation de l'écosystème d'innovation portuaire, et elle s'appuie sur six briques en fait. Donc la première, c'est de lancer une Brainport Community, là c'est le pilotage de l'université, donc le rassemblement un peu de la partie académique autour du portuaire, et de la logistique et du maritime. La deuxième brique, c'est tout ce qui est autour de l'open innovation,
comment on favorise l'innovation sur le territoire pour préparer justement les nouvelles solutions, et j'en reparlerai à la fin. On a une brique sur la labellisation des projets, le référencement des projets. On a choisi de retenir un certain nombre de critères pour référencer qu'est-ce qui qualifie le Smart Port en termes de projet. Et Jean-François l'a dit, ça peut concerner aussi bien la logistique intelligente que l'énergie, l'excellence environnementale ou l'offre digitale avec les câbles sous-marins qui arrivent à Marseille par exemple, et la création de nouveaux data centers, voilà, ce genre de choses. On a une brique sur les data, comment on va développer une plateforme de Smart Port Data. On a une brique sur la communication, la promotion, la différenciation à l'international de la place portuaire et du territoire grâce à cet outil du Smart Port. Et on a une brique également en termes d'infrastructure et d'investissement, comment on accompagne tout ça par des nouveaux équipements en dur, quoi, portés par le port ou par d'autres acteurs sur le territoire. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis d'inviter Juan Pablo. On a lancé un challenge qui a été, c'était en octobre dernier, qui a été lancé à la Chambre de commerce, un challenge d'innovation dans lequel 7 grands groupes ont porté des défis et pour lesquels on a recruté 7 startups. Un des grands groupes, c'était les Terrasses du Port, qui a lancé un challenge sur comment mieux informer les visiteurs, les touristes, les croisiéristes sur l'offre dans Marseille. Marketing d'Atos a été retenu, ils ont développé quelque chose et il en parlera quand vous voulez. Il va peut-être en parler maintenant, du coup, vu que vous avez abordé le sujet. Peut-être qu'il... Hello. Hello. Raise your hand if you understand my English if I speak slow. That's okay? Good. Perfect. Going into the question, Yeah. okay. I'm going to focus just a little bit in what means to be smart in my point of view as a startup. When I see a Smart Port Challenge, I see smart people behind the Smart Port Challenge because they want to collaborate. That means federate actors. Before they work in silos and different efforts. Now they work together, so that is really smart. Second, they put information together to be data driver. Data driver means they don't care who say, if the data is correct, they can take action, and that is the last part. With the right data, with the right resources, take action means to be really alive, like a Smart Port Challenge is a Smart Port life into the city also. So when you have a smart port, you also have a smart city relation. And that is the interaction they need in the future. So that is really Smart Port. Très bien. Alors du coup, Frédéric, vous avez lancé... Non, je veux que ça reste à Monsieur Danier, il n'a pas fini. Il a lancé le sujet avant que je le lance, donc il va aller jusqu'au bout maintenant. Ouais, exactement. Donc vous faites appel à des startups, très bien, et vous en faites quoi après ? Alors, par exemple, dans le cas de Marketing d'Atos, il n'a pas dit, la solution qu'ils ont développée s'appelle Guide Me Marseille, mais ils vont la dupliquer partout où ils peuvent, dans d'autres ports, dans d'autres villes portuaires, dans d'autres villes tout court même éventuellement. Guide Me quelque chose. Ils ont commencé et ils ont, grâce à notre action de marketing ou d'accompagnement qu'on a vis-à-vis d'eux, le fait d'en parler un peu partout, ils ont eu plusieurs villes ou plusieurs ports qui ont été intéressés par leur solution. Ici, le GPMM va l'utiliser comment ? Concrètement. C'est pas tout ce qu'on fait dans le cadre de Smart Port n'est pas voué à être utilisé par le GPMM tout seul dans son coin. Ça peut arriver, mais là en l'occurrence, il s'agit d'une application qui se traduit par un QR code qui est placé sur les navettes des croisiéristes qui vont des bateaux au centre-ville et que les touristes peuvent utiliser comme ça. Alors je reformule ma question du coup. Est-ce que la solution va être réellement utilisée par les acteurs qui sont concernés par... Oui, elle est en service actuellement. D'accord. Okay. Parfait. To be really concrete, yeah. How we provide value, yes, like how they use it is we redirect the flow of the tourists into the specific part of the city, and they are helping us to arrive to them. So we don't provide a specific service to the, for example, Grand Port of Marseille, but they allow us to be in contact with the tourists in between the 20 minutes they have in between the harbor and the city. So when they arrive to the city, they already have this plan and this itinerary
dedicated for each one of them, so they will not saturate the city in how it was before. And we are also redirecting not only the tourists, but also the economical impact in the tourist. So what they are going to do is to generate a new economical actors that will take advantage of this new redistribution in the city. Très bien. Oui, pour le redire en 2 mots et en français, c'est un exemple d'innovation qui sert à tout le territoire, puisque leur projet, là, c'est de permettre d'utiliser les technologies du numérique pour rediriger les touristes vers des points stratégiques et faire profiter le territoire de cette manne touristique. Alors, le thème de l'atelier, c'est quand même l'attractivité, le smart port. Donc forcément, quand on parle d'attractivité, on va s'adresser à Philippe Zischer, qui est le président de Via Marseille FOS, donc l'agence d'attractivité. Alors oui, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis membre élu de la Chambre de commerce, comme Jean-François, et plutôt moi, je suis membre élu Industrie 2. Donc, je représentais la branche professionnelle de la chimie et avec nos amis de la métallurgie, initialement. Donc, moi, je représente Via Marseille FOS, c'est l'agence de promotion du port. Donc, je vais m'adresser à vous comme si vous étiez des clients. Comme ça, on va parler attractivité. Quel est notre objectif? Notre objectif, pour nous, c'est clair. L'objectif, il est commercial. Et pour être commercial, on est deuxième port européen, deuxième port de Méditerranée. On veut redevenir le premier, sachant que le premier port est à Algeciras et qu'ils ne font que du transit. C'est-à-dire qu'ils reçoivent de très gros bateaux qui déposent là, on prend des plus petits bateaux et on retransite en Méditerranée. Mettez bien votre micro. Oui. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir la première place, mais nous, pas pour faire que du transit, véritablement pour être la porte d'accès privilégiée sur l'Europe. Alors, qu'est-ce que pour nous, le smart port? C'est ce qui vient d'être expliqué, mais moi, je vais vous l'expliquer commercialement parlant. D'abord, c'est améliorer la performance économique et environnementale de l'écosystème portuaire. Alors, via Marseille FOS, il faut savoir que ça représente toute la communauté portuaire. Il y a le grand port maritime, il y a la ville de Marseille, il y a la métropole, la région sud, la chambre de commerce et l'Union maritime et fluviale qui représente la branche de tous les professionnels portuaires. Alors, donc là, vous avez les professions portuaires et nous, la Chambre de commerce, on représente les 105 000 entreprises du territoire, c'est-à-dire les clients. Sans port, sans trafic de marchandises, on ne fait rien. D'accord? À part si on fait, au niveau des services, mais on va schématiser simplement. Et la deuxième chose, donc, c'est améliorer la performance économique, c'est aller chercher du flux, aller chercher de l'implantation. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Et promouvoir la place portuaire en développant son business. Et développer son business aujourd'hui, c'est pas faire n'importe quoi. On est tous conscients que l'écologie, c'est principal. Mais quand vous faites de la logistique, il n'y a pas que l'écologie. Parce que l'écologie et toutes vos marchandises qui sont en foutoir dans un coin, ça ne marche pas. Et ça ne fera ni un port de transit, ni un port efficace. Alors, au travers de la démarche Smart Port, de tous ces concepts qui permettent de montrer une dynamique et une vraie dynamique de tous les acteurs du territoire, à travers de comités de pilotage, parce qu'au travers de ça, il y a quand même des heures et des heures de travail auxquelles la Chambre participe beaucoup, ainsi que tous nos amis. Donc, au travers de ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on a comme objectif et qu'est-ce que moi, demain matin, je vais vendre. Et je vais faire simple. C'est le 7 octobre à Berlin, je commence. En fait, j'ai commencé il y a 2 jours avant à Lyon. Mais qu'est-ce que je vends au travers du Smart Port? C'est un port fluide. Alors vous dites, qu'est-ce que vous faites avec les startups? Justement, les startups, elles travaillent. Et les startups, on va les utiliser. Alors dans le port fluide, il n'y a pas que des startups. Il y a des entreprises qui existent déjà, qui ont développé des nouveaux systèmes. Donc il y a CI5 Tranxen qui est très rapide. Il y en a un qui vous permet de suivre vos containers partout où ils se passent dans le monde. Et CI5, c'est à partir du moment où vous arrivez sur le port de Marseille jusqu'au destinataire final sur son quai de déchargement, vous suivez tout votre trafic. Voilà. Et par contre, la différence, c'est que ce n'est pas que du container, puisque c'est du multimodal. Donc vous allez avoir du container, vous allez avoir des céréales, vous allez avoir du minéralier, vous allez avoir du liquide. D'accord? Donc ça, c'est très clair, un port fluide. Et on est dans le smart port. Ensuite, on a un port vert.
Un port vert, c'est ce qu'on dit. D'abord, il faut quand même savoir une chose, que nous soyons industriels ou que nous travaillons sur le port ou croisiéristes, on respire tous le même air. Donc on n'a pas envie d'être malade demain matin. Et autant le chef d'entreprise que les salariés, on vit tous dans le même endroit. Et c'est quoi le port vert? Le port vert, c'est notamment les projets qu'il y a actuellement. Donc le fameux projet Zéro Fumée qui est régional et qui regroupe aussi tous les partenaires, dont la CCI, dont la métropole, dont la ville de Marseille. C'est le fameux projet de quai, de branchement à quai. Mais on ne vous parle pas dans 20 ans, on ne vous parle pas dans 10 ans. On parle 2023, le dernier. C'est-à-dire 100%, en sachant qu'on a déjà les ferries de la méridionale qui sont déjà tous à quai. Seulement, il faut quand même expliquer une chose, c'est pas quand vous branchez votre voilier au port. Là, vous avez un bateau, le moindre ferry, c'est l'équivalent de la ville de Toulon. Hein, en tout cas, les gabarits, pas tout à fait, mais on a quand même le gros que tu as à accueillir. Ouais. Ça a été dit par la conférence de presse, juste pour une ville, par exemple, l'énergie, c'est que 25% électrique, hein, malheureusement, pour Enedis. Oui, c'est clair. Du pétrole, du gaz, etc. Donc, quand l'image d'un paquebot qui représente la ville de Toulon, c'est déjà totalement faux. Mais en plus, quand même la ville de Toulon, quand il lui faut plusieurs mégawatts, c'est que 25% de son énergie. Donc un paquebot, par contre, évidemment, il concentre beaucoup d'énergie, mais c'est pour avancer. Tout ensemble, oui. Mais c'est vrai que l'image, c'est quand même une petite ville flottante et au plan électrique. Exactement. Après, là-dessus, donc il n'y a pas que ça. Il y a le fait quand ils arrivent et quand ils s'en vont, il y a tout un environnement qui va avec. Parce que quand vous démarrez le moteur de la voiture, vous n'avez pas le même rejet que quand vous êtes en train de rouler. C'est aussi simple que ça. Donc c'est la même chose. Et enfin, nous sommes sur le port. Alors non, enfin, il y a le port à énergie positive. Donc le port à énergie positive, pour ceux qui étaient avec moi, je vous ai expliqué l'hydrogène et le méthane de synthèse. C'est ce que nous sommes en train de faire, plus l'éolien marin, plus l'éolien terrestre, donc les énergies renouvelables, sachant que je ne vais pas vous dire ce soir qu'il y a une solution, elle n'existe pas. On ne peut que mixer des énergies. Tout simplement parce que les énergies renouvelables, quand il n'y a pas de soleil, c'est la nuit. Donc il faut quand même pouvoir mixer ce type d'énergie avec les énergies que nous avons, et c'est comme ça qu'on arrive à réduire le CO2. Et ça, on le vend. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi on le vend. Parce que nous avons affaire à des professionnels. Et les professionnels, et là c'est l'industriel qui va vous parler, c'est l'avantage d'avoir plusieurs casquettes. C'est que dans les industries, notamment les industries lourdes, chimiques, dans les industries métallurgiques, on est en train tous d'avoir des démarches plus ou moins, où on est plus ou moins affûté sur la norme ISO 50001. La 50001, vous ne la connaissez pas. C'est votre bâtiment et c'est l'intégralité de vos bâtiments industriels qui vont devoir faire de la performance énergétique et l'améliorer toutes les années. Sauf que, vous pourrez dire, une fois que c'est construit, c'est construit. Non. Il y a les entrants et les sortants qui sont intégrés dedans. Les entrants et les sortants qui sont intégrés dedans, c'est vos marchandises ou vos matières premières qui rentrent et qui sortent. Et là, l'empreinte, elle est importante. Et j'expliquais à Lyon, auprès d'industriels, la chose suivante qui m'a toujours frappé, c'est que demain matin, ça, on est en train de le faire sur les entrepôts, on est en train de le faire sur les palettes, on est en train de le faire sur nos produits, sur nos performances énergétiques, et toutes les années, il faut montrer, sinon on a des écarts, toutes les années, il faut améliorer. C'est que demain, sur vos produits, dans les supermarchés, vous aurez avec votre Yuka, il n'y aura pas que les acides gras trans et le glucose dedans, il y aura l'empreinte énergétique, et ça, je vous fais le pari. Voilà. Oui, bien sûr. Jean-François. C'est très important parce que dans les négociations qu'il y a à New York actuellement, tout le monde dit que la France est exemplaire sur ses émissions. Ce qui est vrai, on est à 1%, enfin 0,3% du CO2, je crois, évidemment avec le mix énergétique à 75%. Il y a des gens qui répondent aujourd'hui, et à juste titre, mais sur l'empreinte carbone, si vous calculez le nombre de produits qui rentrent en France, qui ont été produits, enfin qui ont été fabriqués ailleurs, on n'est plus du tout performant. Et on est même parmi les plus mauvais pays du monde. C'est pour ça que souvent, les gens qui ont travaillé le sujet vous disent « mais pourquoi vous dites que la France est performante sur le plan, on va dire, de l'empreinte ?» Il faut vraiment les deux mots. Empreinte carbone, c'est pas du tout la même chose qu'émission carbone. Émission carbone, la France, très très forte, grâce au mix énergétique avec le nucléaire. Sur l'empreinte carbone, sachant que la plupart des choses que nous portons viennent de l'extérieur, et quand on fait le calcul entre le transport, la fabrication, nous devenons des plus mauvais élèves. Donc il est évident qu'aujourd'hui, en termes d'économie circulaire, en termes de réappropriation industrielle, on a tout ça pourquoi ? Parce qu'on a perdu notre industrie. Donc il y a
aussi un sujet face aux écolos ou face à des gens qui sont intégristes, qui connaissent mal le sujet, qui vous disent mais de toute façon c'est une hérésie d'avoir une industrie ou autre. Si on prend de la source de la production et c'est un drame absolu, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut corriger et qu'il faut éveiller les consciences là aussi sur le choix, le fameux mot la carte bleue et la carte d'électeur. Mais quand vous consommez, c'est capital, et donc le port en tant qu'organisateur et de cette consommation a aussi à mon avis un rôle global à jouer, c'est dans ces choix énergétiques du futur. C'est vrai que pendant un siècle, ça a été des raffineries. Bon, demain matin, il faut faire autre chose. Il n'y a pas de doute. De toute façon, les raffineries, elles sont parties ailleurs. Ça, c'est une véritable idée. Il y a deux choses finalement. Il y a à la fois le travail avec des autres industriels et avec ceux du monde de l'énergie. Et du coup, alors Enedis, donc j'ai appris en préparant la table ronde que c'était Enedis qui fournissait l'électricité à quai à Marseille. Ah, nous fournissons la puissance. Après, Oui. le port achète son énergie aux fournisseurs qui le souhaitent. Ah bon? Oui, peut-être deux mots là-dessus. Comment vous avez été intégré Alors, justement sur cette Peut-être volonté de smart port? rappeler en 2 minutes les missions d'Enedis. Nous, notre mission, c'est, en tant qu'opérateur de réseau électrique, c'est d'exploiter et développer les réseaux publics de distribution. Donc ça, c'est un point central. Donc, c'est vous qui avez branché les tuyaux, d'accord. Voilà, on va brancher les tuyaux. Comme vous le savez, bon, les réseaux de distribution sont un peu au centre des enjeux environnementaux. Pour 2 raisons. C'est que la première, la quasi-totalité des énergies renouvelables sont connectées au réseau de distribution. Et également, dans le domaine de la mobilité, les bornes de recharge des véhicules, des bus, des bateaux et des navires sont également connectés au réseau électrique. On a une mission complémentaire qui est en tant que service public, qui est d'accompagner les grands projets des territoires portés par les collectivités ou les grands acteurs économiques comme le port. Le port a un projet ambitieux en termes d'attractivité, notamment sur l'enjeu de la qualité de l'air. Et nous, notre mission, c'est de voir comment on peut contribuer à accompagner ce grand acteur économique dans ce projet-là. Donc, s'agissant des raccordements des navires au réseau électrique, on a eu une contribution centrée sur 2 points. La première, et nous y travaillons d'ailleurs, nos équipes y travaillent sur ces sujets-là depuis 4-5 ans. Première contribution, ça a été de raccorder les premiers navires, ceux de la méridionale. Ça a été évoqué tout à l'heure, raccorder à un ferry, c'est quand même pas tout à fait la même chose que de raccorder une voiture à une borne de recharge, ouais, il y a un peu plus de puissance. Donc ça nécessitait une mise au point technique. Très concrètement, ça a été centré sur faire une adaptation des plans de protection à la fois des réseaux publics de distribution et à la fois des réseaux électriques, des installations électriques du port. Donc cette mise au point a été faite, donc aujourd'hui les solutions on les a, ça fonctionne très bien. Et ensuite on travaille depuis plusieurs années sur un autre volet. C'est le port a défini son projet, le port a sa vision en termes de raccordement et navire à quai. C'est comment on va travailler sur un schéma directeur des infrastructures électriques, à la fois du réseau public de distribution pour amener la puissance, et à la fois également au niveau des installations électriques du port. Comment on va élaborer ensemble un schéma directeur commun et comment on va l'optimiser économiquement. Ce travail, on l'a fait. Bon, vous voyez un petit peu le grand port les bassins, c'est une longue bande qui part du Bussem J4 et qui va à l'Estac. Donc on a retenu ensemble une stratégie, pour faire très simple, 4 points d'alimentation, 6 câbles, qui vont permettre d'irriguer à moyen terme le port et donc d'accompagner le raccordement de l'ensemble des projets. Du coup, alors j'en reviens quand même à l'attractivité, du coup encore à M. Zicher. Tout ça, enfin, on l'a dit tout à l'heure, Jean-François aussi bien sûr, sur votre vision à l'international, c'est que d'autres ports sont smart, on n'est forcément pas le premier. Comment est-ce qu'on fait la différence? Comment on fait la différence? C'est que nous sommes loin d'être les derniers, puisqu'on est dans le top 3 européen. Mais il y en a forcément 2 autres. Il y en a 2 autres, mais on est dans le top 3 européen. C'est pas Barcelone, c'est pas Tarragone. Donc il faut quand même être clair sur ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, et j'en parlais avec la nouvelle directrice développement du port il y a 2 jours, elle était étonnée parce que effectivement que l'image de communication, on a encore un déficit d'image de communication, mais je peux vous dire 2 choses. C'est que les histoires des dockers d'il y a 10 ans, on n'en parle plus. Aujourd'hui sur les marchés, donc les marchés c'est avec les logisticiens, etc. Et que la dynamique qui fait ressortir aujourd'hui de tous les acteurs, c'est
que nous sommes dans une très bonne dynamique. Avec un avantage, nous, dans notre association, c'est qu'on regroupe donc tous les acteurs, clients et autorités portuaires. Et ce n'est pas le cas dans les autres ports non plus. Donc en fait, on a cette union sacrée qui n'est même pas une union d'horizon, c'est tout simplement, enfin, pour moi ça me paraît naturel, et je dirais, bon, il y a la technique qui permet d'aller plus vite, parce qu'on aurait aimé que ça se fasse avant, mais il y a aussi les techniques, ce ne sont pas les mêmes, ça évolue très vite. Donc comment on se place là-dedans? Ben, c'est pas compliqué, il y a 2 jours, j'ai présenté Siroute qui leur a expliqué qu'avec une Google Maps, il leur donnait l'empreinte carbone avec le meilleur chemin et les meilleurs en fonction de votre port de départ et le port d'embarquement, on va dire. Ou même, non, même pas, ça va plus loin que ça. De la sortie de l'usine, c'est le porte-à-porte. Donc c'est de la sortie de l'usine jusqu'à l'arrivée chez le client final. Donc on a pris plusieurs exemples. On a pris Changzhou, on a pris les États-Unis pour être objectif. Et un autre exemple derrière qui cherche la plus basse empreinte carbone. Alors avec la Chine, on est bien placé. Avec les États-Unis, on est mal placé parce qu'il vaut mieux passer par alors on va être français, il vaut mieux passer par nos amis du Havre et de Rouen. Mais tout simplement pour vous dire qu'en même temps, ça, c'est un facteur autre qu'un facteur d'attractivité, parce qu'ils sont en train de mettre en place une démarche de certificante derrière. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir sur l'étiquetage vos produits. Nous avons utilisé, alors il est vrai qu'au niveau du transport terrestre, je suis anti-camion au possible, comme beaucoup de monde, hein, il suffit de prendre la 7 et puis on comprend le problème. L'objectif, nous, c'est de développer, alors on travaille sur le réseau ferré, mais c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui à Lyon, il y a une démarche pour contourner. Il y a 1200 trains en fait, qui arrivent au même point aujourd'hui sur Lyon, donc par jour. Donc en période de pointe, hein, c'est pas une moyenne. Et là-dessus, la SNCF, on est en train de discuter avec le réseau, il y a une enquête publique, etc., sur lesquelles le port a fait sa contribution, enfin Lyon Maritime Fluvial aussi, et nous-mêmes aussi, puisque plus on est nombreux, plus on fait du lobbying, pour pouvoir investir et pouvoir contourner justement ce nœud au niveau des marchandises, aller plus loin. Et moi, ce que je promouvois, faute de langage. Ce que je promeus, c'est, il y a une chose qui est forte pour moi, c'est le fluvial. Il est sous-employé, c'est 4% en France, c'est 4% des marchandises passent par le fluvial. Vous disiez Le Port et Marseille, ça a été créé, c'est pas le fruit du hasard. Mais moi, je veux même vous dire plus loin, Lyon et Marseille ont été créés en même temps. Et on a retrouvé dans les fouilles sur Lyon des traces de négoces de vin à moins 600 avant Jésus-Christ. Alors moi qui étais content de leur dire qu'on avait plus d'histoire qu'eux, on a été créé en même temps. Donc simplement pour faire du négoce entre la zone lyonnaise et la Méditerranée. Alors c'est pareil que pour les énergies, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pas une méthode, c'est le ferroutage et le fluvial. Les deux sont complémentaires. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que nous vendons. Et c'est ça qui est de l'attractivité, parce qu'on est capable de le gérer. On gère une fluidité, parce que s'il n'y a pas la fluidité, je répète toujours la même chose, ça ne marche pas en termes de logistique. Donc c'est la fluidité, passez par chez nous, vous n'allez pas être bloqué. On a même des standards de débarquement qui sont beaucoup plus simples. Et toi qui es beaucoup plus calé que moi sur l'arrivée des bateaux et à quai, on n'est pas les plus mauvais non plus au niveau européen. Parce qu'il y a un phénomène de saturation qui est plus compliqué. Et puis aussi, je crois, un phénomène de géographie pour nos collègues du nord de l'Europe. Donc voilà. Et c'est un ensemble. Et cet ensemble-là, c'est ça le smart port en fait, en réalité. Jean-François. Oui, c'est ce qu'il faut. Je pense que le message qui est envoyé et qui était aussi qui est un peu subliminal, c'est de l'immatériel tout ça quand on parle de smart port. Mais quand on branche des bateaux à quai, quand on parle de tout ça, on est que la Californie qui l'a vraiment fait. Et l'Alaska, pourquoi? La Californie, c'est le 7e PIB du monde, hein, ne pas l'oublier. Et ils ont eu des actions, par exemple sur la connexion électrique à quai, qui étaient liées à la personnalité sans doute de Schwarzenegger à l'époque. Je dis toujours un muselier, Renault, c'est le Schwarzenegger de la région, en rigolant, mais c'est ça. C'est souvent la volonté de quelques personnes. C'est un peu d'humour. Il apprécie l'humour. Mais non, mais il le sait. Je lui dis souvent. Mais donc l'idée, c'est quand même que quand on s'occupe, même le message qui est envoyé, quand vous occupez de ce type de choses, c'est que le port va bien.
parce qu'il ne faut pas se cacher, les 20 années précédentes, avec des problèmes sociaux, qui nous ont fait prendre beaucoup de retard sur certains sujets, y compris quand on s'occupe des grèves, on ne s'occupe pas du smart port, on ne s'occupe pas de la fluidité, on ne s'occupe pas de beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est aussi de montrer au reste du monde que le port de Marseille est en marche, y compris sur les sujets qui sont pour moi fondamentaux, ceux de la transition énergétique, etc., etc. Fred va parler peut-être du projet Picto ou de Jupiter 1000. On est avec des électrolyseurs, on est avec tout ce qui sera le monde de demain, et c'est sur le territoire, il y a 10 000 hectares, il y a un beau terrain de jeu. Voilà, donc la démarche au départ, elle est évidemment de marketing, il ne faut pas s'en cacher. Alors, après, on fait des challenges, on fait plein de choses parce qu'on a de quoi nourrir un projet. L'idée, c'est quand même d'envoyer un message très positif et qui est celui aussi de l'environnement. Pourquoi ? Parce que quand on s'occupe de l'environnement, en général, c'est que tout le reste va bien. Hein, sinon, on a un peu de difficulté. Monsieur Daniel, là-dessus, c'est votre sujet totalement. Effectivement, prospective. Non, mais effectivement, je te remercie de citer ces exemples parce que ce qu'on a fait à Fos sur l'énergie, c'est exactement ce qui nous a servi à l'origine de la démarche à qualifier le port de smart port. C'est-à-dire vers quoi on allait en faisant ça. Et pourquoi donc c'est la part de l'énergie dans le trafic historique du port qui nous donne à la fois cette contrainte et en même temps ce socle industriel et cette compétence aussi de l'écosystème autour du golfe de Fos, qui nous a fait réfléchir à toutes ces questions. L'économie circulaire, l'écologie industrielle, on y réfléchit depuis plus de 15 ans. Et effectivement, le mouvement de la restructuration du raffinage en Europe, ça a commencé dès les années 2000. Il y avait des craintes sur les fermetures des raffineries qui n'ont fait que s'enchaîner. Donc face à ça, on avait deux options. Soit on restait, on regardait les choses se fermer et puis on essayait de gérer ce qui reste. Soit on essayait effectivement de rentrer dans les différentes transitions qui se sont présentées, la transition énergétique et la transition numérique ensuite. Et le smart port, il qualifie exactement tout ça. La transition écologique aussi, la transition citoyenne du port, enfin toutes ces transitions-là. Mais ça a commencé avec l'énergie. Et avec l'énergie et l'économie circulaire. Effectivement, sur la zone de Fos, on a dédié 12 hectares sur la plateforme Picto, qui est une plateforme industrielle d'innovation qui est au centre de la ZIP de Fos, qui fait 1200 hectares. On a dédié 12 hectares pour l'innovation, pour tester des pilotes pré-industriels en matière de transition énergétique. Et le premier qui s'est installé, il y a 2 ans, c'est un pilote porté par GRT Gaz qui s'appelle Jupiter 1000 et qui teste la transformation du CO2 et de l'électricité renouvelable en hydrogène plus CO2, donc ça fait du CH4, ça fait du gaz. Donc en fait, GRT, avec ses partenaires industriels, développe une solution de stockage de l'électricité renouvelable par le gaz. Donc c'est tout à fait innovant. Il y a d'autres initiatives sur la même techno, enfin sur des technos similaires, mais très peu en Europe. Il y en a une ou deux autres en Allemagne. Donc c'est unique en Europe, quasiment. Et c'est un test qui est fait en grandeur réelle, donc c'est sur 1 MW, donc d'où Jupiter 1000. Et l'idée, c'est si la technologie marche d'un point de vue technique et d'un point de vue économique, c'est évidemment de la développer à grande échelle pour offrir enfin des solutions de stockage de l'énergie renouvelable, par exemple. Donc vous pourrez dire, mais en quoi un port qui est chargé d'aménager son territoire pour mieux accueillir la marchandise va s'occuper d'innovation en matière de stockage de l'énergie ? Justement, pour préparer les filières de demain, nous, notre métier, c'est non seulement d'accueillir la marchandise et de la traiter au mieux, donc Philippe Richard en a beaucoup parlé, Jean-François aussi, c'est l'histoire de la fluidité et de l'attractivité pour nos clients, mais c'est aussi d'aménager le territoire pour favoriser les implantations industrielles, énergétiques et logistiques, donc favoriser les investisseurs qui vont venir pour développer l'industrie, redévelopper l'industrie, mais la logistique, mais l'énergie et les nouvelles filières, puisque l'industrie, c'est pas que l'industrie lourde du passé, c'est des filières qu'on ne connaît même pas aujourd'hui en réalité. Donc si on les teste pas, si on permet pas qu'elles puissent se tester, s'expérimenter sur notre territoire, on les aura jamais. Là, on fait le pari inverse, on se dit c'est de l'innovation, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne peut pas prévoir l'avance par définition, mais en revanche, on se donne les moyens, grâce au socle de connaissances, de compétences qu'on a, et le socle industriel qui est présent sur le territoire, d'attirer des investisseurs
qui vont tester des solutions qui, si elles marchent, vont les développer à une échelle plus grande et donc créer de l'activité, de l'emploi sur le territoire. Et ça, on peut le faire parce qu'il y a ce socle industriel sur ce territoire. Donc en fait, l'industrie, l'histoire de l'industrie sur le territoire métropolitain et notamment sur le Golfe de Fos, c'est pas un handicap pour le territoire, c'est une grande chance, à condition d'accompagner les transitions et de passer à des nouveaux modèles. Il y a le chinois Kechen, alors je ne sais pas si je le dis vraiment très bien, mais qui doit venir s'installer. Oui, pardon, monsieur. Choi Shen. Oui, vous allez tous vous faire votre version. On l'a emporté face à d'autres villes européennes. C'est parce qu'il y avait un port qui était déjà très en avance sur l'écologie, sur la connectivité. Exactement. Le choix de l'industriel Question, il illustre exactement ce que je voulais expliquer juste avant. C'est ce qu'ils ont regardé. Ils ont regardé 28 sites en Europe, puis dans la shortlist, il n'y en avait plus que 2. C'était que des sites portuaires à la fin. Et donc les deux derniers, c'était Rotterdam et Fos. Et ce qu'ils ont testé, c'est la capacité du territoire à offrir tout un tas de services et d'utilités, et notamment d'utilités industrielles. Pour tout ce qui est service, tout ce qui est accompagnement de l'investisseur, Provence Promotion a joué le rôle d'assembleur et ça a convaincu, ça a remporté l'adhésion. Et le territoire, du point de vue industriel, il a permis de remporter la brique technique grâce justement aux industriels en place, aux utilités et aux fluides qui étaient offerts sur le territoire et qui correspondaient aux besoins de l'industriel. Donc ça illustre exactement ce qu'on veut renforcer. C'est une bonne illustration de tout ce que vous nous dites. Oui. Qui n'est pas négligeable, avec lesquels nous avons discuté. Bon, on est arrivé bien après vous, puisque vous êtes... Il faut le mettre plus près. C'est un projet qui date depuis un petit moment. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais il y en a une qui est importante. Et effectivement, le port. Mais port veut dire je récupère des produits, je les transforme et je les vends où ? En fait, ça leur coûte moins cher pour aller approvisionner leurs clients. Keshen, c'est quoi ? C'est un chimiste qui va transformer de la silice blanche qui va être utilisée dans les pneus de haute, aujourd'hui on dit haut de gamme, d'accord, de haute technicité, les fameux pneus verts qui consomment un peu moins, etc. Il a 2 clients principaux, c'est Michelin et Bridgestone. Donc l'arrivée aussi dans leur calcul, c'est le prix d'entrée, le coût de transport entrée et sortie de leurs marchandises pour aller livrer leurs clients. Et c'est hyper important. Moi, je voudrais donner un exemple du port que vous n'avez pas donné, mais moi, il me plaît beaucoup. C'est l'exemple de Perrier. Perrier est un exemple formidable. Pourquoi ? Perrier, vous savez où c'est dans le Gard. Ils utilisaient donc pour leur marché aux États-Unis, là par contre, donc on ne va pas passer par le nord parce que le port est quand même plus près. Ils utilisaient des camions qui allaient sur la route et auxquels, et donc entrant sortant, qui étaient, je ne sais plus, 28 000, un truc assez monstrueux quand même, et on parle uniquement de l'export. Et ils sont allés discuter avec le Grand Port, puisque là c'est votre structure qui avait travaillé directement avec, pour trouver un système pour réduire l'empreinte carbone, parce que c'est idiot de vendre de l'eau naturelle, pour après avoir dans les transports dégradé complètement le produit, in fine. Parce que vendre de l'eau à l'extérieur c'est un peu compliqué, après il y a des propriétés qui sont un peu particulières. Et le port de Marseille a travaillé avec eux, donc le grand port maritime Marseille-Fos, pour optimiser l'entrée et la sortie. Alors pourquoi ? Parce que envoyer les bouteilles d'eau au port de Marseille, c'est une chose, mais on ne fait pas les voyages à vide. Et ils ont trouvé un système qu'ils ont fait avec le ferré, où ils envoient les bouteilles pleines sur le port pour être chargées, et au retour, ils reçoivent les bouteilles vides. Et c'est phénoménal, puisqu'on a gagné 28 000 camions en moins sur la route. C'est du court trajet, mais c'est 28 000 camions en moins. Effectivement, très bon exemple. Oui. Oui, ça fait 28 000 quand même. Oui. Juan Pablo voulait
rajouter quelque chose sur Qu'il rajoute. l'attractivité de Marseille et du Smartport. In the next panel, yes. I would like to add just a little thing, yes. What comes from the port, of course, could be something, but it can also be a person. When it is a person, it is a tourist normally, and when they come here, they give us the other point of view, how to generate better value to not one city, not just Marseille, all the area. For example, yesterday we have a meeting with all the commercial malls in the area, so that means that everybody is really interested to bring more value, and there are different ways to generate value. What I would like to say that it is so nice, the solution we co-created in the Smart Port here in this challenge, that it was so important for other city ports. For example, from Germany, they call us to have the same implementation there. Right now, in Buenos Aires, Argentina, we are having a test. So the same way we solve here the problem is the same way we lead other cities to have the same standards that we are here in co-creating literally. So that is how we're going to generate a big difference in the future, by selecting the right problems. So when we co-create in collaboration the solution, it can be scalable globally. And that is how we're going to be really different in the future, selecting the right problems. Voilà. J'aimerais quand même peut-être le point de vue de Monsieur Enedis sur tout ce qui se dit, sur la prospective surtout. Comment vous pourriez faire aider davantage le port? Comment on peut aider le port? Oui. Je vais répondre moi. Bon, bah, peut-être tu peux je vous laisse démarrer. C'est vrai que ce qui est très compliqué pour Enedis aujourd'hui avec l'histoire du branchement à quai sur lequel je travaille depuis 5 ans, c'est quand tu mets des tuyaux, tu aimes bien qu'il y ait de l'eau qui passe, des électrons, etc. Et que là, pour le moment, on va mettre des tuyaux, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui s'y connectent et beaucoup d'électricité qui passe pour que tout ça soit rentable. Donc évidemment, c'est quand même des sujets, c'est d'aménagement du territoire. Et donc je tiens à remercier Enedis pour tout ce qu'ils ont fait, parce que ça fait partie des acteurs principaux, même si ce sera multicarte. On produira, je pense, aussi de l'énergie sur le terminal avec du photovoltaïque. Il y a toutes sortes de solutions. Il est évident qu'aujourd'hui, même s'ils feront tout payer, non, ils vont pas faire ça gratuitement, mais c'est pas une bonne affaire, quoi, parce que les premiers bateaux vont se connecter en 2023 et on n'est pas encore, même si c'est des grandes quantités, c'est quelques heures, c'est pas la nuit, les bateaux sont pas là la nuit, donc tu vois, c'est quand même quelque chose oui, il y a vraiment. Une question de rentabilité économique. Oui, et puis c'est un rôle. Ce matin, oui. C'est le rôle public, le rôle citoyen d'Enedis, évidemment. L'innovation n'est pas forcément égale à la rentabilité. Exactement. Donc c'était juste, voilà, maintenant il va nous dire comment il va faire. Alors comment il va faire ? Ce soit gratuit complètement. Ah non, ce sera pas. Je pense qu'on a déjà extrêmement bien, avec les équipes techniques du port, optimisé les installations électriques. Bon, moi, je reste quand même. Je pense que les tuyaux sont quand même assez bien remplis. Oui, on n'est pas très inquiet sur la partie économique. Alors, comment aller plus loin ? On peut. Bon, il y a un démarrage sur les bassins est. Il y a parlé du fluvial. C'est qu'on peut avoir aussi des perspectives de développement sur le fluvial. Comment ? Voilà, c'est ça. On travaille aussi avec d'autres ports. On travaille sur La Ciotat, on travaille sur Toulon, bientôt sur Nice. Voilà, donc je dirais les escales entre guillemets zéro carbone, raccordement des navires à quai, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, en tout cas chez nous. Et on accompagnera l'ensemble des projets portés par les collectivités locales et les ports, bien sûr. Parfait. Oui. L'intérêt d'une démarche écologique, c'est d'aller du début jusqu'à la fin. Et ça m'a fait penser, quand vous avez parlé de l'autre côté, c'est qu'il faut quand même savoir que ça va aussi dans la manutention. Et dans la manutention, c'est la première fois, c'est encore pratiquement des protos qu'on vient de recevoir de l'autre côté, avec des portiques de chargement hybrides. Donc on ne va pas faire tourner, et c'est une technologie qui est toute récente, puisque c'est encore pratique, c'est pas des protos, mais c'est une pré-série en plus. Donc voilà, voilà, tout à fait. Ils sont arrivés donc là, il y a 15 jours maintenant, et c'est une bonne nouvelle, mais on va jusqu'au bout du raisonnement.
Hein, on ne va pas réduire les choses pour après avoir du fioul lourd, j'exagère, mais avoir du fioul lourd dans un portique qui va cracher de la fumée. L'intérêt, c'est d'aller jusqu'au bout du raisonnement. Et la dernière chose que je voulais dire, et vous avez raison quand vous parlez de l'innovation, de la rentabilité, moi je vais être plus dur que vous. Je veux dire, il faut l'accepter, l'écologie. Il va falloir que le consommateur il accepte, parce que l'écologie, ça commence dès le 1er janvier 2020. Oui, c'est ça, hein, avec l'OMI 2020. Pourquoi ? Vous n'êtes peut-être pas au courant, bon, nous, heureusement qu'on le sait, mais il n'y a plus de fioul lourd dans les bateaux au 1er janvier 2020. Ils vont mettre l'équivalent du diesel. Donc ça veut dire que le coût des transports des navires d'un continent à l'autre vont augmenter, puisque là, par contre, c'est mondial. Et moi, je ne supporte pas, en termes d'écologie, quand on me dit oui, mais ils investissent pas là, donc les produits vont les faire ailleurs. Mais enfin, on déplace le problème. La planète, c'est la planète. C'est pas déplacer un problème, c'est pas de l'écologie, ça. Ça, c'est vraiment se vivre avec des œillères. Et nous, et dans ce cadre-là, au niveau du transport maritime, demain matin, demain, puisque c'est le 1er janvier 2020, ils vont tous utiliser l'équivalent du diesel. Donc, il va y avoir double peine. Le diesel, il va augmenter. Ça, je peux vous l'affirmer, c'est mécanique, hein, parce qu'il y a quand même une consommation qui est importante. Je crois que même dans les bateaux, les générateurs d'électricité sur les bateaux de croisière, ils vont tourner à ça aussi. Il était déjà sur les bateaux de croisière, mais c'est vrai que c'est 250... En gros, c'est 250 millions de tonnes de combustible qui est passé dans les bateaux, qui était du fioul lourd sur 4000. Il faut imaginer qu'on sort 4000 millions de tonnes de pétrole brut par an. Hein, donc, un tout petit pourcentage, mais c'est quand même 2 et quelques, et qui était ce qu'on appelle le fond de cuve des raffineries. Hein. C'est un sujet qui maintenant est repris, le fameux sang noir, entre guillemets, enfin le sang noir de la mondialisation, ils sont baptisés comme ça, parce qu'en fait, c'était quelque chose, bon, avec une forme de complicité, les raffineurs ne savaient pas trop quoi faire de ce fuel, mais il y a un prix qui s'est trouvé d'abord on le trouvait facilement dans les centrales thermiques, dans les cimenteries et autres, et tout ça, mais on a sifflé la fin de la partie, parce que c'était à côté de votre maison, donc en général le politique était à côté, il faisait fermer au moins la centrale électrique où il l'a déplacée ou autre. Sur les bateaux, on a un peu oublié, on n'a pas oublié, ils partaient au large, donc on a l'impression que c'était pas trop un problème. On avait un peu oublié qu'ils revenaient à quai et que ça poserait une difficulté. Donc toutes sortes de décisions ont été prises sur la dernière décennie, sauf que là, ça s'est énormément accéléré, puisqu'on est passé de 4,5, le fameux 4,5 où on a 4,5% de SOx, c'est-à-dire les oxydes de soufre, ceux qui sont responsables des fameux pluies acides, et donc qu'on a interdit entre guillemets sur votre diesel ou fortement réduit, et surtout sur l'essence, on l'a laissé sur les bateaux. Et là, on va passer de 4,5 en 10 ans en gros à 0,5, donc ce qui est assez proche, c'est ce qu'on appelle un distillat et non plus un fioul lourd. Et donc je donne toujours cet exemple. Donald Trump l'avait parfaitement identifié dès son élection, puisqu'il a essayé d'empêcher par tous les moyens, avec la Grèce et quelques complices, de mettre en place cette résolution qui est internationale, donc gérée par l'Organisation mondiale de l'OMI, donc internationale maritime. Et pourquoi ? Parce que simplement l'essence va beaucoup augmenter aux États-Unis à partir de janvier 2020, et il sera en réélection quelques mois après, donc en novembre. Donc vous voyez, c'est un sujet qui va tous nous impacter, mais au bout du bout, je pense que c'est un peu ce que fait Amazon aujourd'hui. Amazon vous propose, mais à mon avis, de manière malsaine, de payer plus cher pour transporter vert. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir payer moins cher pour transporter vert, c'est-à-dire de trouver de la vertu à ceux qui vont vous proposer du transport vert en utilisant les meilleurs carburants, les meilleures technologies. Bon, c'est évidemment, si on peut payer moins cher, ça sera mieux, mais accepter de payer cette facture-là. Ce que propose simplement aujourd'hui Amazon sur ses sites, par exemple, c'est du volontariat. Moi, je crois que j'aime bien cette expression, la carte d'électeur et la carte bleue. Je crois que la carte bleue aujourd'hui est bien plus importante. C'est le consommateur qui aura à la fin, alors à nous tous de consommer modéré, et surtout de consommer avec la conscience que tout ça vient de l'extérieur avec un bateau, même si j'ai envie, mais il faut faire peut-être un peu mieux et sans doute un peu moins aussi. Merci. Alors comme c'est un atelier, il y a des questions avec la salle. Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, juste un mot, parce que tout à l'heure je les ai évoqués, mais sans les citer. Il y a des partenaires privés qui ont rejoint la démarche de mobilisation de l'écosystème d'innovation portuaire. Je voudrais quand même citer CMA, CGM, Interxion, Traxens, Naval Group, Amerson. Traxens qui travaille avec CMA CGM sur les EDF. Conteneurs connectés, d'ailleurs, c'est un bon exemple. Oui. Et donc Amerson, on
on a dit, Oui, Naval c'est un Group support. et EDF. C'est important parce que c'est une démarche dans laquelle on est 3 fondateurs publics, hein, le GPMM, la CCI, AMU, dans laquelle il y a toutes les collectivités, plus d'autres, la Caisse des dépôts qui nous soutiennent. Mais là, des acteurs privés de cette ampleur-là et qui qualifient aussi la diversité du Smartport, c'est vraiment important. I would like to add something, just one little detail. Il parle beaucoup, Juan Pablo, quand même. Merci. One detail. To mention these corporations, yes, is important because it is part of the proof of the collaboration. If you remember what I said at the very beginning is collaboration, data, and action. They collaborate. This collaboration, in fact, help to push into action, and that is really important because without them, maybe we can have success. For sure, we are going to be successful for sure, yes. But with them, we are going to do it better and faster, and that is also smart. So, including them, me, for example, I was selected from Argentina, a startup that maybe was not selectable if you think only in this city. So that means that we right now are able to provide the service in other parts of the globe, thanks for the interaction and the collaboration that they had in this place. Thank you. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. En fait, vous avez introduit Oui. un sujet tout à l'heure. Bonne idée. Attendez. Michael Lannoy, vous avez introduit un sujet tout à l'heure qui m'a semblé super intéressant sur l'empreinte carbone, justement. Il y a un message qui a été passé par le président de la République lors de son allocution à l'ONU à New York il y a 48 heures, justement, sur le prix du CO2. Je pense que c'est quelque chose, justement, qu'il va falloir intégrer dans la démarche globale un petit peu à venir sur les axes globaux, parce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir, on va dire, inverser des tendances sur un positionnement plus ou moins bon ou pas d'un point de vue économique sur des choix, on va dire, techniques ou stratégiques qui seront faits. Voilà. C'était... Juste une question, de quel coût de CO2 parlez-vous? Lequel? Pour les entreprises françaises, européennes? Global. Moi, je suis un extrémiste en la matière. Je considère que si on veut vraiment faire de l'écologie, le coût du CO2, on va l'imposer à tout le monde et on va surtaxer tous les produits. Mais là, il faut du courage. Voilà, c'est clairement là c'est là qu'est l'enjeu. Oui, mais bon, on est des entrepreneurs, donc nous, ça, on sait ce que c'est. Après, on ne fait pas de politique. Donc après, c'est aux politiques d'aller jusque-là. Moi, ce que j'aimerais, et je rêve de ça, hein, je vais vous dire clairement, en tant que... Alors là, c'est l'industriel qui va vous parler, c'est celui qui a au quotidien eu pas mal de choses, puisque la chimie, on a récupéré Rich, donc les étiquetages de tous les produits avec des autorisations sur certains produits qui coûtent, pour une PMI, à coût de 180 000 €, hein, le letter of access Rich, hein, c'est pas insignifiant. Et on ne parle pas de centaines de milliers de tonnes, hein, je parle de 1200 tonnes sur ces produits-là que nous avions il y a quelques temps. Et puis, donc on n'a pas le droit de le faire. Et puis, le client qui est en Europe, il va l'acheter ailleurs. Mais c'est quoi cette histoire? On va continuer longtemps à se tirer des balles dans le pied ou on arrête l'histoire? Parce que on parle, et Jean-François a raison, l'histoire des 0,30% et le gars qui est sur les réseaux sociaux tous les matins, il nous fait la liste où on est dernier, donc on est fantastique. Oui, c'est facile parce qu'il parle que de la production électrique. Mais il faut effectivement voir le problème en global. C'est que le souci, c'est pas ça. Le souci, c'est que on continue à mettre en place des systèmes qui sont contraignants pour nos industries à juste titre, mais il faut contraindre les autres. Et moi, je suis partisan au niveau européen. Alors, je suis un utopiste, hein, mais ils n'ont qu'à taxer. Ils
Ils n'ont qu'à taxer. Je Les véhicules électriques, on ne les fabrique pas ici, on ne fabrique pas les batteries ici, alors qu'on a des techniques qui peuvent même nous permettre de remplacer les systèmes. Et on a d'ailleurs, je sais pas, c'est vous qui avez parlé des démarches qu'on a actuellement au niveau de la métropole et de la chambre de commerce. On a une démarche qui s'appelle Provence Industrie Nord, c'est un appel à manifestation d'intérêt. J'ai des super sujets là-dessus. Et franchement, c'est un plaisir. Il y en a même un qui est capable de remplacer le silicium dans les batteries. Eh ben, on va l'aider. Et comment on l'aide? On interdit les importations de silicium. Comment on les interdit? Il n'y a pas 36 solutions. Les taxes. Voilà. Parce qu'une taxe en France, ça n'a jamais... moi, on peut me dire ce qu'on veut. On peut mettre des taxes carbone autant qu'on veut. Mais c'est pas ça qui va réduire. Une taxe, c'est pas un filtre. Hein. Donc, c'est pas lui qui va réduire la pollution. Par contre, si on est capable de surtaxer les produits qui arrivent de Chine, comme tout ce qui est les batteries de portables et tout ça, et qu'après, en plus, on ne sait pas recycler parce qu'on n'a pas fait la filière. Vous savez qu'en Allemagne, c'est pour ça qu'ils ont ralenti l'électricité sur les véhicules. Hein. C'est pas pour le pétrole, ils s'en fichent complètement. Hein. Ils ne produisent pas. Ils ne produisent pas et puis ils n'ont pas l'intention de faire la fracture hydraulique comme aux États-Unis. C'est pas ça le problème. En Allemagne, je connais très bien le problème, parce que je sors d'un groupe allemand. Jusqu'à l'année dernière, on était un groupe allemand. C'est qu'ils n'ont pas réussi dans les temps à trouver un système de production de leurs propres batteries et de recyclage de leurs batteries. Donc les consortiums, il n'est pas compliqué, il y a il y en a 3 hein, si on compte les regroupements de sociétés. Donc les 3 grands constructeurs allemands travaillent là-dessus. Mais pour faire ça, et quand on me dit une Tesla arrive ici, elle a déjà une empreinte CO2 de l'équivalent d'une voiture, alors c'est vrai que bon, peut-être c'est pas tout à fait juste, mais enfin c'est pas loin de la vérité, parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont dit celui-là. Donc que le véhicule c'est bien, on est content, on est green, mais de toute façon la production de la voiture, elle a bouffé tout le CO2 que va avoir un véhicule diesel derrière. C'est aussi pareil, on a déplacé le problème. Et ça, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. On n'a pas le choix. Et là, je ne vais pas faire ma Greta, mais j'ai des enfants qui sont beaucoup plus intolérants que moi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en même temps, pour notre attractivité du territoire, parce qu'on va revenir sur le sujet, on sera attractif parce qu'aujourd'hui, on parle de filières qui n'existent pas. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on développe des filières qui existent. Parce que sur le marché, ça sera trop tard après. Et on ne va pas arriver sur un marché quand il sera déjà développé. Le recyclage des plastiques, tout ce dont on parlait, le Vasco 2, donc les algues pour les biocarburants qui sont développés sur Picto, ou le gaz de synthèse de Jupiter 1000, c'est un gaz qui a les propriétés du gaz de ville. Hein, on est bien d'accord. Aujourd'hui, si je prends le gaz de ville et la production de ce produit-là, c'est pas compétitif, hein, parce que le prix du gaz, il est hyper bas. Mais demain matin, si tout le monde se met au gaz, comme le disent les pétroliers, ça sera le prix du pétrole, hein, il ne faut pas rêver. Donc la réalité, elle est là. Mais il faut être sur ces marchés, mais que ces entreprises viennent s'installer chez nous et pas chez le voisin. Ça serait pas mal.